Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans les méandres mystérieux de Fallait pas croquer la pomme. Aujourd'hui, on part à la rencontre de nos voisins d'ailleurs, de ces êtres énigmatiques qui peuplent les recoins cachés de l'univers. Préparez-vous à plonger dans un voyage au-delà des étoiles, entre humour et mystère. Pour répondre à la question qui hante nos nuits, existe-t-il une vie extraterrestre ? Des histoires incroyables, des rencontres étranges, des témoignages énigmatiques, on va vous dévoiler les secrets bien gardés de ces créatures d'un autre monde. Vous allez être captivés par les théories les plus farfelues, par les indices dissimulés dans les méandres de la culture populaire et des hommes en noir. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Mais attention, notre quête ne se limite pas à la spéculation. On va également s'aventurer du côté de la science, des recherches les plus pointues qui scrutent le cosmos à la recherche de signes de vie extraterrestres. Préparez-vous à être fascinés par les découvertes les plus récentes, par les mystères qui nous entourent et par les énigmes qui nous restent à résoudre. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez vos esprits à l'inconnu car Fallait pas croquer la pomme vous entraîne vers des horizons mystérieux et hilarants. Prêt à plonger dans l'infini de l'univers ? En route vers l'inconnu. Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Immotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Oh oui! Tu la sens, ma grosse intelligence! Tu ferais quoi si t'étais riche? Mais genre super riche. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Le choix. Le problème, c'est le choix. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. Ouais, c'est pas faux. Fallait pas croquer la pomme. Nom de Dieu! Le podcast de comptoir. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Fallait pas croquer la pomme. Nouvel épisode aujourd'hui dans un monde mystique, comme vous avez pu entendre dans l'introduction. Et on va parler aujourd'hui des extraterrestres et de la vie ailleurs. Et pour cet épisode, je suis accompagné de mes fidèles acolytes, dont un revenant et un absent. On le salue. Salah, coucou. J'ai autour de moi pour cet épisode les classiques et habitués. Julien, comment il va Julien ? Eh bien, Julien, il va très bien. Bonjour à tous et bien heureux de commenter avec vous le film Men in Black. J'ai également l'illustre Yann. Yann, comment il va ? Donc, ouais, salut à tous. Heureux de vous retrouver et puis content de faire ce premier épisode avec toi, Marien. Et suite à ce spoil, nous avons notre backup de luxe, notre super sub, Marien. Comment il va, Marien ? Salut les gars, salut tout le monde. Bah écoute, ça va très bien. Dis donc, ton intro, franchement, je m'y suis cru. J'avais l'impression d'être devant un documentaire Arte, un peu plus, et je passais dans l'hyperespace. C'était l'objectif et on va vous satelliser, comme dirait notre ami Étienne Bollider. Aujourd'hui, on se retrouve donc, comme vous l'avez deviné, pour parler donc des extraterrestres, de la vie ailleurs. Et pour ça, on s'est appuyé sur le film de 1997, produit par Steven Spielberg, avec Will Smith, Tommy Lee Jones, qui s'appelle Men in Black, et ça ressemblait à ça. Ça va comme vous voulez ? Bien, n'en faites pas trop. Alors, vous avez vu les Kawengas? T'es sûr que tu veux pas de café ? Pas mal les Kawengas, ma vie un peu la zapouata. Ok petit, voilà le tableau. À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé. Des chauffeurs de taxi. Non, il n'y en a pas tant que ça. Les humains, pour la plupart, ne se doutent de rien, sans envie ni besoin de savoir, ça leur va comme ça. Ils croient avoir de l'emprise sur les choses. Pourquoi en avoir fait un secret ? Ils peuvent comprendre, ils sont intelligents. Une personne sûrement, mais en foule, on est con, on panique comme une horde d'animaux, et tu le sais. N'oublie pas qu'il y a 1500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était le centre de l'univers. N'oublie pas qu'il y a 500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était plate. Il y a moins de 20 minutes, tu étais sûr toi-même qu'on était seul sur cette planète. Imagine de quoi tu seras sûr demain. Et en échange ? En échange,
Tout contact avec les humains sera interdit. Personne ne devra savoir que tu existes. Tu disparais. À jamais. Tu as jusqu'au lever du soleil pour y réfléchir. Hé! Est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. Si tu es assez solide. Men in Black, un film qui maintenant commence à dater, hein, ça se voit qu'on est des vieux boomers. Un film de 97, ça fait donc 26 ans qu'il est sorti. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que Men in Black fait comme souvenir en vous et quel est votre avis sur ce film. Marien, pour ton retour. Eh bien, moi, Men in Black, j'ai vu ce film, je devais avoir 8 ans, un truc comme ça. Et ouais, désolé les gars. 8 ans, ouais, c'est l'un des premiers films de grands, on va dire, que j'ai vu avec mon père et mon frère. Donc la fierté pour moi de voir ce genre de film, un petit peu type horreur, avec les espèces d'aliens qui arrivent dans les peaux d'hommes, qui s'arrachent la peau pour se faire des costumes, des trucs comme ça. Mais vraiment très très bon souvenir. Et puis par la suite, c'est un film que j'ai regardé X fois, donc un grand classique à voir et à revoir. Yann, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, 97, et bah écoute, moi j'avais pas 8 ans, je crois que je l'ai vu quand il est sorti, donc 97, j'avais, oh là là, je vais pas compter, mais j'étais déjà bien adulte. Ouais, j'avais bien aimé, c'est vachement bien, on avait été le voir au ciné avec ma copine qui est maintenant ma femme. Et ouais, j'ai bien kiffé, je l'ai vu plusieurs fois aussi, j'ai peu de souvenirs du 2 et du 3. J'ai même appris qu'il y en avait un 4 que je n'ai absolument pas vu. Mais bon souvenir à l'époque. Ok, et toi, Mister Julien? Alors moi je me rappelle plus quand est-ce que je l'ai vu la première fois, mais je sais que je l'ai vu plusieurs fois. C'est celui que j'ai le plus vu, je pense, de la saga des 4 que tu évoques, Yann. Vraiment très content de l'avoir revu. J'avais oublié que le film était si bon en fait quand je l'ai revu pour le podcast. Super rythmé, je me rappelais pas qu'il était aussi rythmé, énormément d'humour, toutes les 3 phrases, t'as un petit clash qui est lancé, beaucoup d'action, les effets spéciaux qui, je trouve, malgré tout, n'ont pas tant vieilli que ça par rapport à l'année du film. Et la musique, le générique, etc. Non, vraiment, je pense que des 4 films, c'est le meilleur. Et ça reste encore une très très belle référence dans le monde de la SF. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Julien, c'est le meilleur des 4 films. Le meilleur des meilleurs des meilleurs. Avec mention. Oui, chef. Ouais, un film, alors... que j'ai regardé moi en cassette, en VHS. Donc si les plus jeunes qui écoutent se demandent peut-être ce que c'est, mais c'est l'ancêtre du DVD. Et s'ils savent pas ce que c'est l'ancêtre de l'ancêtre de Netflix. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir et ça m'a rappelé pas mal de bons souvenirs. Comme tu dis, c'est assez rythmé, il fait qu'1h30. Et je trouve que maintenant on s'oblige un peu à faire 2 heures, à avoir pas mal de longueur. C'est aussi bien d'avoir des films plutôt courts. Men in Black, ça parle de quoi? Yann, tu peux nous faire un petit résumé? Tout à fait, je peux faire ça. Alors, c'est une comédie de science-fiction qui met en scène une organisation secrète chargée de surveiller et de réguler des activités extraterrestres sur Terre. La présence d'aliens doit rester secrète et ils disposent pour ça du neurolaser. C'est un appareil qui permet d'effacer la mémoire des humains dont ils se servent pour neutraliser les éventuels témoins gênants. Voilà. Les extraterrestres. Un fantasme populaire? Les extraterrestres dans la culture populaire et déjà dans Men in Black. Comment les extraterrestres sont représentés dans le film Men in Black? Qui veut commencer? Bah moi je veux bien. Vas-y. Déjà ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même, enfin ça dénote un petit peu du reste des films de science-fiction qu'on peut trouver un peu à la Star Wars, avec beaucoup d'extraterrestres avec des formes en tout genre, les plus dégueux au possible, mais toujours avec une forme très humanoïde, c'est-à-dire que ça se correspondait toujours à une tête, 2 bras, 2 jambes. Et là vraiment on est parti sur un schéma un petit peu plus sortant de l'ordinaire, avec des variétés d'extraterrestres différentes, des formes différentes, des fonctions vitales différentes. Et donc, voilà.
toujours très en lien quand même avec ce qu'on connaît sur Terre, hein. Ça va être soit des insectes, soit du mammifère, soit des choses comme ça. Mais voilà, je trouve qu'il y a une petite recherche supplémentaire par rapport à ce qu'ont pu faire d'autres films de science-fiction, voilà, comme je disais, Star Wars, comme ça a pu être aussi Independence Day. Voilà. Ouais, ça c'est vrai, il y a une variété, on n'est pas dans le cliché, même si on peut le retrouver notamment avec le propriétaire du chat, en format miniature de Roswell, le extraterrestre avec les yeux énormes, etc. Mais on a quand même cette volonté, comme tu dis, d'humaniser un peu les bestioles, comme ils disent dans le film. Ça permet en fait peut-être de créer un peu d'empathie, de s'identifier parfois à certains extraterrestres. Tu les as vus comment, toi, Julien ? Alors déjà, ce que j'ai noté, c'est que quand K évoque le sujet à J, c'est qu'il lui dit que globalement, il y a à peu près 1500 extraterrestres sur Terre et la plupart sont à Manhattan. Donc déjà, ils sont tous entourés d'extraterrestres, c'est pour ça qu'il y en a autant dans le film. Ça passe bien du coup. Mais ce que je constate quand même, c'est que la représentation qu'on en fait est quand même très, très humanoïde ou bestiaire. C'est-à-dire qu'on reste encore sur des formes toujours très tangibles. Du coup, c'est facile d'interagir avec eux. Il suffit d'un traducteur pour discuter avec eux. Bon, ils sont plus grands, plus petits, etc. Et par rapport à ça, le premier par rapport aux autres où il pousse un peu plus loin et reste, je trouve, un petit peu très facile sur la caractéristique des extraterrestres. Par exemple, dans le 2, t'as un ver qui fait la taille d'un TGV, c'est plus embêtant pour le cacher, par exemple. Voilà. Et dans le 3, pour ceux qui l'auraient vu ou qui l'auraient pas vu, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont voulu transformer tous les costumes en véritable cosplay, c'est-à-dire que tu as l'impression, dans le 3 par exemple, que les extraterrestres, c'est les mecs qui ont été acheter un costume chez Wish à 20 €, ils les mettent sur la tête. Et ça a été fait exprès justement par rapport à ça. Par contre, effectivement, les extraterrestres sont plutôt sympas, mais un peu faciles pour le film, je trouve. Oui, après, ça permet, en termes de cinéma, d'avoir ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité. Donc, c'est un contrat qui est passé, pour les gens qui connaissent pas, hein, c'est un contrat qui est passé avec le spectateur dans lequel on met un cadre. D'ailleurs, il le limite à Manhattan pour qu'il y ait une forme de cohérence. Mais ils essayent, voilà, de mettre un cadre pour qu'on puisse s'y retrouver et pas se dire ah non, mais là, il y a un truc qui va pas. En fait, on y croit parce que le contrat est clairement explicité et clairement défini. Et toi, Yann, comment t'as perçu les extraterrestres dans Men in Black ? Eh ben, moi j'ai trouvé ça plutôt crédible, n'ayant pas personnellement rencontré l'extraterrestre, mais j'ai trouvé qu'ils étaient dépeints de manière assez diversifiée, avec ça allait du plus sympa au plus méchant, intégré vraiment dans la vie, et donc on peut y croire, quoi. C'est-à-dire quand tu les croises dans là où ils bossent, les Men in Black, ça marche, ça le fait, même dans la vie courante. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien, manière humanoïde ou plutôt des insectes, notamment pour le méchant, des trucs en forme de tube. Ouais, non, ça a marché. Moi, j'y ai cru. Ouais, et tu parles de la forme insectinoïde, je sais pas comment on dit. Ouais, je sais pas comment on dit, ouais. Les arachnides, ça me fait penser à les extraterrestres Starship Troopers ou quoi. Parce qu'au finalement, extraterrestre, c'est juste quelqu'un qui vit en dehors de la Terre. Hein. Merci pour le mansplaining, mais dans la culture populaire, dans les références cinéma, je pense qu'il y a eu deux périodes, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a une période véritablement où on stigmatisait extraterrestres en mode Roswell, zone 56, et au fur et à mesure, on s'est permis un petit peu de, comme on dit tout à l'heure, de l'humaniser. Est-ce que vous avez des références d'extraterrestres qui vous ont particulièrement marqué ? Alors déjà, zone 51. Oui, il me semble aussi. C'était pas loin. T'as dit 56. Oh merde, le gros fail. Non, mais il fallait corriger. C'est la nouvelle zone hyper secrète, en fait. T'es super en avance, Mehdi. C'est la nouvelle zone. Personne ne la connaît sauf toi. Vous avez grillé mon secret. Je suis un Men in Black, donc moi, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est tout le monde a oublié ce qui s'est passé. Oui, bonjour. Excellent, très très bien. Bien joué. Ouais, alors les extraterrestres dans la culture pop, parce qu'on est quand même une team de personnes pop, culture pop, geek. C'est quoi pour vous un extraterrestre en général ? Moi, j'en vois, là comme ça, quand tu me parles de ça, je vois deux sortes.
Je vois les petits gris, des êtres un peu fins à grosse tête, Paul? par exemple, mais qu'on retrouve dans beaucoup de films, un peu le côté X-Files, le côté Paul, comme tu disais, mais un peu tous les films de l'époque. Et de l'autre côté, plutôt le côté parasitaire, bactéricide, etc., qui a tendance à contaminer un être vivant quel qu'il soit. Alors, on parle du petit Blob jusqu'à Venom, jusqu'à d'autres séries qui parlent de ce sujet-là. Ouais, t'as toute la partie Alien, si tu prends sur les tout premiers épisodes, ce genre de choses. C'est ce que je pense en premier, en fait. Et les humanoïdes, ça vous parle un petit peu? Vous avez des exemples? Moi, j'en ai un en tête qui est extrêmement connu, qu'on connaît tous. Si je vous dis les étoiles, une porte... Ouais, tu parles des Goa'uld. Stargate. Eh ouais. Mais encore là, on est sur un être parasitaire. Eh, mais c'est que des formes humanoïdes, là, par contre, t'as pas de... Oui, mais les Goa'uld sont des... Si tu prends cette fois-ci la saga en son complet, c'est un ver qui rentre à l'arrière du crâne d'un humain ou d'un humanoïde. D'un autre, mais d'un autre qui vit pas sur la planète Terre. Ah oui. C'est des extraterrestres dans l'absolu. Tout à fait. Et toi, Marien, t'as des petites références, là, comme ça, qui te viennent? Oh, il y en a tellement, je ne saurais même pas laquelle te dire. Vraiment, Ah, sur les... Star Wars, t'en as forcément. Je suis obligé de te raconter Star Wars, mais pour faire un peu plus original... Waouh. Si, dans Star Wars, je peux te raconter. Oh, putain, je m'en sors pas. Je suis obligé de partir là-dessus. Non, mais les formes diverses et variées. Je peux rappeler ta question, s'il te plaît, histoire que je reste bien que je m'éparpille pas. Non, je voulais savoir si tu avais d'autres représentations des extraterrestres en tête dans la culture pop, cinéma, BD. Je trouve que en fait, dans la culture populaire, on a toujours tendance à être un petit peu redondant, c'est-à-dire que on va évoquer l'extraterrestre néfaste pour l'homme. Et tu me diras, si un jour on fait un film avec un extraterrestre qui arrive et qui fait cool, je vous donne la possibilité de vivre éternellement, etc., le film serait un peu pourri, je pense qu'il n'y aurait pas trop d'intérêt. Mais en termes de culture pop, c'est toujours l'extraterrestre est toujours perçu comme un ennemi et rarement comme un moyen d'avancer technologiquement, mais comme un allié. Jamais comme un allié, voilà, rarement. Ou alors dans ces films où l'extraterrestre et l'être humain fonctionnent ensemble comme un biome commun. Je pense à Star Wars. Je pense aussi aux films Marvel où en fait toutes ces planètes où les humains, les extraterrestres se sont liés et au final il n'y a plus de planète Terre. Si tu remarques, la planète Terre est complètement absente dans ces films-là où l'alien, l'extraterrestre, est au final peut être allié avec l'homme. À partir du moment où l'extraterrestre arrive sur Terre, c'est toujours un ennemi. De ce que j'ai vu, moi, de ce que j'ai vu comme film, en tout cas. Soit une victime qu'on doit protéger. Ouais, tu penses à quoi? De sa singularité. District 9, par exemple. Ouais, District 9, Paul, le mec super gentil, super cool, mais qui, s'il se fait choper, va avoir des expériences en veux-tu, en voilà, pour découvrir ses secrets. Yann, toi, t'as une autre vision? Le premier truc, moi, en termes extraterrestres, c'était, j'ai la référence Star Wars aussi. Après, c'est plus des machins pas gentils, donc ce qu'on va avoir dans Mars Attack, ce qu'on va avoir dans la série, donc très très vieille que vous avez peut-être pas vu, c'était V. Les visiteurs, ouais. V, ouais, qui était pas cool avec nous. Donc dans Alien, qui bouffaient des oiseaux, là, c'est ça? C'est ça, ouais. Ils levaient la tête, là, ils engloutissaient les souris par la bouche, comme ça, ouais. Des reptiliens. Tu parles pas du film avec Jean Reno? Non, je ne parle pas du film avec Jean Reno, mais de la série V. Donc voilà, donc des plutôt pas cool. Après, il y a E.T. aussi, en termes de extraterrestres. Moi, je sais que il foutait les boules, quoi. Quand tu regardes ça gamin, il fout les pouettes aux enfants, le E.T. Enfin, ils ont fait peur aux miens, du moins. Voilà. Donc, ils sont victimes en plus, E.T. Hein. Il est... C'est pas quelqu'un qui est soutenu ou quoi dans le film. C'est quelqu'un qu'on doit protéger au même titre que Paul. Hein. C'est ça, ouais.
Voilà, donc globalement pour moi. Après des séries un peu plus récentes, c'est Roswell, hein, donc, effectivement. Donc là on est vraiment en plein dedans. Ça je l'ai fait redécouvrir cette série-là à mes enfants il y a pas longtemps. Ils ont vraiment accroché la série Roswell. Là. C'était vraiment pas mal. C'était chouette. Ah oui. Avec Catherine Helg notamment qui joue dedans. Je me rappelle absolument pas. J'ai pas regardé. Ouais. Bah c'est des références de gens plus grands. C'est notamment après, elle a joué dans une super série extraterrestre qui s'appelle Grey's Anatomy. Ah oui. Catherine Helg. Bah, vous la non, connaissez, c'est Catherine Hegel. Hegel. Ouais, ça se dit comme ça. Elle a joué dans 100 Girls aussi. Ah mais je ne l'ai jamais dit, je ne l'ai jamais entendu. Donc nous on parle de Catherine Helg. Hegel, ça le fait, c'est très bien. Voilà. Je crois que c'est comme ça, je me plante aussi. Non, mais c'est pas grave. Mais déjà, tu mets un visage sur cette personne, donc ça permet de. Ouais. Donc voilà. Je vois. Donc l'extraterrestre, c'est soit un humanoïde, soit un truc bizarroïde, qui a tendance à plutôt être méchant, c'est propre à l'humain, il a peur de l'inconnu, ou être en position de victime quand on pense à E.T., Paul, ou éventuellement à d'autres choses. Quoique. Ce que je vous propose... Quoi ? Quoique. Ouais. Superman est un extraterrestre. Un humanoïde. Un humanoïde, oui, c'est vrai, humanoïde, mais je veux dire, ni ennemi, ni victime. Et au final, d'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est que les extraterrestres sont toujours soit une technologie bien supérieure à l'homme, soit une fonction biologique qui leur permet d'être supérieurs. Mais là, on rentre plutôt dans le format super-héros, et globalement, si on regarde tous les films de super-héros, c'est toujours quasiment des extraterrestres, hormis le meilleur de tous, Batman. Ils ont tous une particularité. Hulk est pas mal aussi. Ouais. Ouais, mais c'est pas un extraterrestre, c'est un truc bizarre. Je suis désolé. Mais oui, mais c'est vrai. Mais globalement, ça reste quand même des super-héros quand ils sont avec des super-pouvoirs. Disons qu'ils ne sont pas des individus lambda, quoi. Voilà, c'est pas des. Sauf dans Men in Black, au final. Ouais, et ce qui permet aussi d'éventuellement de s'identifier. J'imagine que éventuellement des personnes qui se sentent peut-être un peu discriminées peuvent avoir un lien d'empathie avec ces personnes-là à travers tout ça, mais on en débattra un peu plus tard. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la seconde partie sur ce que peut nous apporter les extraterrestres et notamment les avancées technologiques. Et si on s'équipait comme des extraterrestres ? L'avancée technologique et qui est particulièrement présente dans Men in Black, qu'est-ce qui vous a marqué comme avancée technologique dans ce film-là ? Première chose pour moi quand j'étais môme, c'était les armes chromées et rutilantes qui dévastaient tout sur leur passage. Le criquet infernal ? Le criquet infernal, oui, un joli mot pour ce petit pistolet. Ça, c'était le premier truc qui m'était resté sur le film. La voiture volante était pas mal aussi, la voiture de K. Et puis toutes les technos de dissimulation des extraterrestres qui se mettaient dans des robots à l'image de l'homme ou des choses comme ça. Alors, la voiture vole pas, hein, elle fait juste de l'adhérence sur le plafond. Ouais, ce qui est quand même pas mal, c'est clair. Oui, mais ils appellent ça, quand tu regardes pas tout, ils l'appellent la voiture volante. Donc c'est pour ça que j'aurais utilisé ce terme-là. Yann, il y a quelque chose qui t'a marqué ? Ouais, pareil, comme Julien, c'est vrai que les armes... Alors ça, c'est le truc qui a un peu vieilli. Quand tu les vois maintenant, c'est vrai que ça fait un peu gadget chromé, mais à l'époque, j'avais trouvé ça super classe. Donc globalement, ils ont que des technos extraterrestres, quoi. Il n'y a pas the techno terrestre, enfin du moins déterrien, qui fait qu'ils puissent... ou flinguer de l'alien méchant, ou faire des choses comme ça. Enfin, du moins, on n'a pas l'impression, c'est que de la techno qui est volée. Enfin, ou du moins appropriée par l'humain. Il y a le neurolaser qui est quand même vachement bien, quoi. Le petit bouton sur lequel tu appuies, et puis pouf, t'oublies instantanément ce qui vient de se passer. Ça, c'est quand même the invention, moi, j'ai trouvé dans le film. Bah, tu parles des inventions, Yann, c'est particulièrement bien. Je vous propose d'écouter un petit extrait. De quel service gouvernemental on dépend ? Aucun. Il pose trop de questions. Et qui finance tout ça ? On touche des droits sur quelques gadgets confisqués à nos chers touristes. Le velcro, les fours à micro-ondes, la liposuction. Ça, c'est fascinant. Regarde ça.
Ça va remplacer le CD un jour. Faudra que je reprenne l'intégrale des Beatles. Oh, ça aussi, c'est super. En traducteur universel. Mais on ne devrait même pas l'avoir. Je vais te dire pourquoi. Notre pensée est si primitive qu'on la compare à une maladie contagieuse dans les planètes de standing. T'as quoi être fier, non? Hein? Et c'est quoi ce truc-là? C'est rien, gardez votre calme. Ne bougez pas, c'est cool. Laissez la tête. Apportez-lui un peu de glace. Bougez quand il arrive, bougez. Oh, salope. Je rembourserai les dégâts. Oh. Cet engin a causé le blackout de New York dans les années 70. Une blague de l'attracteur suprême. Ça le faisait pisser de rire. Voilà quelques exemples, quelques exemples de la portée extraterrestre sur la planète Terre. Marien, si tu devais choisir un de ces gadgets, lequel t'aimerais avoir? Alors, on n'est pas obligé de s'appuyer sur Men in Black si tu le vois dans d'autres films, mais quel est le truc que t'aimerais avoir avec toi? J'ai pas le droit de dire sabre laser. Non, franchement, neurolaser. Le neurolaser, je sais pas, t'as plus peur de rien tenter, tu prends les initiatives que tu veux, ta vie n'est faite que d'expériences et jamais de... Tu vas toujours en avant, tu vas jamais à reculons, tu sais que quel que soit ce que tu fasses, de toute façon, tu reviens en arrière en un flash. Non, franchement, je trouve vraiment super intelligent la façon dont ils ont amené ça dans Men in Black, donc non, vraiment, y a pas à chier, hein. Le neurolaser, direct. Pour le neurolaser, je sais pas si vous avez vu dans le 3 comment est-ce qu'il est fait, le neurolaser. Donc le 3, c'est ils reviennent dans le passé, en fait. Au début, un petit peu des MIB. On dirait la sonde anale de Cartman, un peu? C'est un peu plus gros que ça. C'est carrément une pièce monumentale, une très grande pièce dans laquelle il y a un truc énorme, dans lequel tu fais tourner un mec à l'intérieur et tout le monde est protégé par les protections anti-radioactives, etc. C'est très drôle, en fait. Si jamais vous avez l'occasion de regarder, c'est sympa. Et toi, Yann, tu prendrais quoi comme gadget? Ouais, neurolaser, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le truc qui m'avait bien marqué, moi, dans le film. Et effectivement, c'est vrai que si t'as ça dans la vraie vie, ouais, t'hésites pas. Après, t'as un côté dangereux quand même, parce que c'est pas simplement d'essayer des choses, c'est que tu reprogrammes complètement ce que la personne en face de toi a vu ou pensé. Donc, il y a un côté, comment je l'utilise, un petit côté dangereux. Donc ça, si ça tombe entre les mains de mauvais terriens, on est mal barré, moi, je vous dis. Petit côté éthique. Ah ouais, là, putain, faut vraiment, vraiment réfléchir à l'usage, quoi. Tu es obligé à chaque fois de raconter une jolie histoire pour... Plus ou moins jolie, d'ailleurs. Elle est pas mal, l'évolution dans le film, là-dessus, entre quand il y a que cas, c'est vraiment le truc un peu prout-prout. Enfin, ça met pas en valeur les gens, et J, en revanche, lui, il va l'orienter pour aider les personnes, justement. Ça, je trouvais ça vachement bien comme évolution dans le film. Mais sur le neurolaser. Finalement, je pense que sur la planète Terre, on a une forme de neurolaser, parce que quand on regarde tous nos politiques qui sont véreux au possible et qui clament leur innocence et leur pureté, franchement, c'est vraiment ça me dégoûte. Dire qu'on a un neurolaser. Le mec qui était condamné. T'as fait ton petit time engagé, là, Mehdi, là. Il fallait pas croquer la pomme. Non, mais sérieusement, le neurolaser est présent chez nous, finalement, par une facilité d'oublier certaines choses. Mais oui, c'est un petit peu dommageable. Comment ça? Tu veux dire que nos médias s'organiseraient pour qu'on puisse oublier des choses et ne pas diffuser certaines informations? Oh, quand même. Bon, là, tu cries au complotisme, et justement, tu racontes n'importe quoi. Ceci n'existe pas dans le monde occidental que l'on connaît. Je vous demande de vous arrêter. Salah, sort de ce corps. Oui, je remplace Salah pour la soirée complotiste ce soir. Non, mais globalement, c'est vrai qu'on a une faculté aussi d'oublier, mais mine de rien, la médecin légiste, au passage, les femmes dans le film, c'est soit une bouseuse redneck, soit une limite allumeuse, qui finalement devient certes une Men in Black, mais c'est quand même le rôle de la place de la femme en 97. Je crois que c'est le Bechdel, le test, ça passe pas. Hein.
Il y a que deux femmes qui ont des noms, elles se parlent jamais entre elles et en plus, elle a quasiment que des conversations sexuelles avec Will Smith. Donc là-dessus. Et elle se fait capturer. C'est honteux. Voilà ce que j'ai à dire. J'abuse du soundboard. mais oui, non, c'est un petit peu dommage. Justement, toi, je t'interromps parce que toi, tu nous donnes pas, hein, depuis le début, toutes les questions, on y répond, mais toi, on t'entend pas beaucoup. C'est ça le rôle de l'animateur. On est là, je suis là pour vous faire briller, messieurs. Mais si je devais choisir un truc, je prendrais pas forcément quelque chose en lien de Men in Black, mais j'aurais préféré avoir cette capacité de transmission de télépathie qu'on peut voir dans Paul, où tu es capable de transmettre tout le savoir par un contact à la professeur Xavier dans X-Men. Tu transmets toutes les connaissances et ça m'intéresserait beaucoup plus pour le coup. Moi, tu m'as pas posé la question, en fait, parce que tu m'as je te pose la question, Julien, je suis désolé. Eh bien, je trouve ça odieux et lamentable, franchement, c'est inadmissible. Je pense que un truc qui serait pas mal, moi, c'est l'outil qu'on a dans Portal qui te permet de te télétransporter instantanément un peu n'importe où tu veux. Tu te crées un petit portail dimensionnel là, clac, tu l'actives quand tu veux, tu vas où tu veux quand tu veux. Ça me plairait assez, je pense, ça. Tu passes à travers les trucs, ou une porte des étoiles, ça pourrait être carrément cool. Mais la porte des étoiles, c'est un peu gros. Moi, je voudrais juste un petit appareil, je clique, tac, il y a le portail qui s'ouvre un peu à la Strange dans les Avengers. Et hop, là, comme ça, c'est réglé, c'est discret, c'est sympa. Et alors, moi, je peux te poser une question supplémentaire. Je voudrais savoir, est-ce que ce qui t'intéresse, c'est toi d'être le seul à disposer de cette technologie, ou que ce soit une technologie qui soit accessible à tout le monde? Ah non, que moi, tu rigoles ou quoi? Parce que ça serait que moi, parce que moi je sais ce que j'en ferai, les autres je sais pas. C'est ça qui m'inquiète, c'est que tu sais ce que tu vas en faire. Moi. Justement. La prochaine fois que tu prends ta douche, Mehdi, prends-la en caleçon. Hein. Non, mais dans l'idée, non, tout le monde, non, parce que non, j'ai pas forcément confiance en tout le monde. C'est très bien si ça reste dans ma poche. Promis, la prochaine fois que je prends ma douche, je garde pas mon caleçon. Justement. Mais c'est comme le neuralyseur, en fait. Ceux qui voulaient l'avoir, est-ce que vous voudriez que tout le monde puisse en avoir un? Ça serait caduque, en fait. On serait idiocratie, tiens. Exactement. On serait en mode idiocratie. Il y aura Hein? T'as dit quoi, Maria? Teubé sur Terre. Il y a déjà beaucoup de teubés sur Terre. Désolé si je vous offense, mais les gens, mais... Ouais, c'est ce que je pense. Qu'est-ce que tu veux? Justement, dans Men in Black, il y a plein de... On a vu les gadgets, mais il y a quand même derrière ce film qui reste une comédie, il y a quand même globalement une réflexion, et je vous propose d'aborder ça. Le message caché de Men in Black. Ok, on a compris qu'il y avait une menace planétaire par un extraterrestre en costume d'Edgar joué par Vincent D'Onofrio, l'excellent officier baleine dans Full Metal Jacket, et c'est New York Unité Spéciale qui joue, ou un truc comme ça, je crois aussi. Mais je pense que le film balance pas mal d'autres messages. Qu'est-ce que vous avez retenu comme message en seconde lecture sur Men in Black? Déjà, pour commencer, tu peux parler de toute la question de l'immigration et surtout de l'intégration, en fait. Parce que c'est bien d'intégrer des aliens, mais si on commençait par intégrer personne de notre propre planète, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui et comment on réagit avec ça? Sauver, de tout. Oui, mais j'allais dire... Concrètement, l'intégration, c'est qu'est-ce que l'immigration va nous apporter, et c'est comme ça qu'on les acceptera plus ou moins. Les extraterrestres apportent le velcro, apportent toutes les autres innovations, mais aujourd'hui, on ne les intègre pas les autres parce que, les minorités, on va dire ethniques, ou du moins c'est un vrai défi, parce que pour beaucoup de personnes, et notamment les fachos, ça vole le travail, ça vole le pain, ça vole nos femmes, ça vole tout ça. C'est un rapport finalement de bénéfice, parce qu'on est quand même, nous humains, concentrés un petit peu sur notre propre profit. Yann, Julien? Ouais, pareil, coexistence et tolérance, quoi, dans le film. Comment ça se passe avec justement des minorités qui arrivent. Et puis... Et aussi le côté, j'en reviens au neurolaser, justement j'ai perdu ma page, pardon.
la manipulation de l'information. Donc il y a ça qui est abordé aussi, moi je trouve, de ce côté d'utilisation du neurolaser, et puis de faire de manipuler comme ça les consciences. Tu parles de tolérance, mais dans l'extrait que j'ai mis au début là pour présenter le film, il dit que quand la Terre était plate... je dis pas tolérance, je dis ça questionne la tolérance, ouais. Ah ok, autant pour moi. Ouais, ça, c'est pas... Justement, non, c'est pas la tolérance. Ouais, la Terre était plate, carrément. L'exemple était très bon de ce que t'as mis justement là-dessus. Ouais. J'avais noté ça aussi. Ça montrait bien que c'est pas gagné, quoi. Et toi, Julien, qu'est-ce que t'as retenu comme message dans le film ? Les deux sujets qu'on vient d'aborder. Le premier, pour moi, ça serait effectivement cette coexistence pacifique, dans le sens où on nous dit dans le film que globalement, les E.T. viennent là tranquillement pour vivre leur vie et faire un peu de blé. C'est à peu près l'idée principale. Et que donc globalement ils essaient de s'intégrer correctement. De toute façon ils sont bien obligés parce que visuellement ils nous ressemblent pas, donc ils ont intérêt à essayer de bien s'intégrer pour pouvoir vivre parmi les terriens. Donc là on peut faire ça en amalgame avec, comme tu disais Mariam, l'immigration ou d'autres choses comme ça. Et aussi comme disait Yann, toute la partie dissimulation de la vérité dans ce film-là, où globalement Khan nous dit qu'il faut dissimuler la vérité à la population pour que les gens vivent sereinement dans l'ordre. Donc cette dissimulation aujourd'hui au niveau international, elle existe. Tous nos gouvernements, s'il y a du classé défense dans tout et partout, c'est pas pour rien. Donc on ne sait pas exactement ce qui se passe, parce que si vraiment chez nous, pareil, on savait exactement ce qui se passait, je pense que les gens dormiraient moins bien, et que ça nous rassure aussi, que ça nous arrange de pas savoir comment véritablement le monde fonctionne. On se contente de regarder Netflix, aller au resto, s'occuper de ses gosses, aller voir ses copains le week-end, et puis ça convient. Acheter un iPhone, t'as oublié. Acheter un iPhone, éventuellement. Ah non, acheter le nouvel iPhone. C'est encore différent, ça. Acheter un iPhone, tu l'as fait à 14 ans, et là, c'est acheter le nouvel iPhone. Exactement. C'est vrai que quand tu dis ça, pardon, je reprends la parole, mais K, c'est ce qu'il dit, en fait, que tout seul, ça va, quoi. Si on te dit à toi tout seul, il y a des aliens, voilà comment ça va se passer. Et il le dit bien dans l'extrait, il y avait ça, je crois que tu l'as mis aussi, Mehdi. Donc, une personne sûrement, que K raconte, mais en foule, on est con. On panique comme une horde d'animaux. Et en fait, c'est ça, quoi. Tout seul, ça va, on peut entendre, on peut comprendre, et effectivement, si à partir du moment où c'est à l'échelle d'une nation ou même d'un groupe d'individus, c'est vrai qu'on est con dans une foule, quoi. Et donc le risque de panique est très très grand là-dessus. Ça, je pense que ça reste d'actualité. Je crois que c'est un message de notre podcast, hein. Fallait pas croquer la pomme, l'intelligence collective, l'humanité, on a vachement du mal à y croire. Moi, le message que j'ai retenu, c'est quand il parle, notamment quand il est avec Franck le chien. D'ailleurs, j'aurais pu mettre un extrait avec Franck le chien parce qu'il est génial. Ouais. Mais il demande, c'est quoi la ceinture, pour parler de la ceinture d'Orion, quand le petit extraterrestre meurt. Et il dit, oui, vous les humains, vous voyez toujours les choses à leur taille réelle, alors que finalement, ça peut être bien petit. Et on a ce rebond à la fin, quand on voit des extraterrestres jouer avec des billes dans laquelle on a notre galaxie. Et ça ramène à finalement l'immensité de de l'espace. C'est que finalement, qu'est-ce qu'on représente à l'échelle de l'univers ? On est vraiment des gouttes d'eau. Et quand on y réfléchit, peu importe ce qu'on fait, hormis si on est des super nazis, des tueurs ou machin, nos actes finalement n'ont pas tant d'impact et d'influence que ça sur nos actions au quotidien. C'est ce qui m'a le plus marqué. Ouais, la symbolique que tu dis là sur les billes à la fin, c'est vrai que c'était cool. C'était pas mal sur du petit à l'infini. C'était sympa comme allégorie. Ouais. Et justement, tout ça amène finalement l'univers, l'immensité et les extraterrestres. En gros, ça amène pas mal de croyances et de théories sur les extraterrestres. Et je propose qu'on aborde cette 4e partie. Les extraterrestres. Croyances loufoques, théories fumeuses ou réalité. Les croyances sur les extraterrestres. Quand vous étiez petit, est-ce que vous croyiez aux extraterrestres ? Est-ce qu'aujourd'hui vous croyez toujours aux extraterrestres ? Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Alors on n'était pas petits à la même époque. Marien nous a bien fait comprendre qu'il était très très jeune. Merci Marien. Et je suis toujours. Voilà, donc moi aussi je suis encore très très jeune. Mais moi l'avantage, c'est que je suis jeune depuis plus longtemps que toi. Donc extraterrestre, la soupe aux choux. Très Oui. très bel extraterrestre. Donc moi ça date de ça. Après ça m'a fait repenser ce film-là, Men in Black, au pub Lustucru, où justement Germaine se fait enlever par des extraterrestres. Et avec le slogan c'était « Il n'y a pas d'œuf fêlé chez Lustucru ». Et franchement c'est trop bien, ça m'a vraiment trop fait marrer. J'ai revu ça, les pubs là, en préparant l'émission. Donc voilà, moi ça remonte à la soupe aux choux, à Lustucru, donc c'est dans les années 80, 85. Donc tu vois, moi j'ai l'impression que j'ai toujours baigné plus ou moins là-dedans, quoi, parce que depuis tout gamin jusqu'à maintenant, c'est un univers dans lequel, extraterrestre, effectivement, ça peut exister. Plus ces évolutions, des explorations, on en parlera tout à l'heure. Donc c'est ça, dans la culture, que ce soit cinéma, bouquin, ça reste présent. Et donc moi, oui, je vote pour. Du moins, j'en suis imprégné, on va dire, quoi. Tu parles des fêlés, Yann, c'est très bien les gens fêlés, hein. C'est eux qui laissent rentrer la lumière. Hein. Tout à fait. Après, ça rentre par trop de bout, tu te dis ouais. Julien, toi, les extraterrestres, est-ce que... Comme Yann, tout petit, baigné dedans, entre les dessins animés, les films, les aliens, les rencontres du troisième type, les E.T., tout ce que tu veux, les Star Wars, vraiment baigné dedans. Et plus je me renseigne sur la possibilité d'en rencontrer ou d'en avoir ou autre chose étant adulte, plus tu t'aperçois que c'est compliqué d'envisager ça. Alors, la possibilité d'une existence, c'est tellement grand qu'on peut supposer que oui, quand même, ça serait intéressant. Par contre, à quoi il ressemblerait, ça, on n'en sait rien. Est-ce que c'est des bactéries ou c'est des civilisations avec 1 milliard d'années d'évolution? Ça, bonne question. Théorème de Fermi, n'est-ce pas? Et par exemple. Et de là à ce qu'on puisse en voir, je pense que c'est mort. En tout cas, moi, je crois pas qu'on en verrait. Sauf certains, après certaines sorties en boîte le lendemain matin, on peut peut-être les considérer comme des extraterrestres, mais à part ça, je suis pas sûr. Mais il y a, pour les curieux, vous pourrez jeter un coup d'œil sur l'exoconférence qu'avait faite Alexandre Astier, qui est une vulgarisation sympathique des possibilités d'en rencontrer, en fait. C'est assez rigolo comme spectacle. Marien, est-ce que tu crois aux extraterrestres? Et on parle pas de Star Wars, hein. Non. Mais pour reprendre sur ce que tu disais, quand j'étais jeune, la quasi-totalité de ce que je voyais des extraterrestres, au final, c'était de la dire que t'es vieux, juste. Quand j'étais jeune, c'est-à-dire que t'es vieux maintenant. Jadis. Non, mais quand j'étais... Oui, non. Après, c'était beaucoup de science-fiction. Et au final, plus on avance et plus on finit par s'intéresser à ce que peut être scientifiquement l'extraterrestre. Quand déjà tu comprends que l'homme est un extraterrestre à l'origine parce que toute la Terre, au final, a été créée par des explosions d'étoiles au départ, je crois que c'est ça, hein, les atomes carbone, oxygène, hydrogène, au final c'est très commun dans l'univers, tout ça ça résulte de l'explosion ou implosion d'étoiles et qui sont réparties dans l'univers, et puis après ce qu'on appelle le Big Bang, et c'est ce qui a créé justement les galaxies, les planètes, etc. Donc d'une certaine manière, on est à l'origine des extraterrestres, et on peut forcément penser que si la vie est apparue sur Terre de cette manière-là, aussi infiniment qu'est l'univers, il est obligatoire que ça se soit recréé autre part, d'une autre forme, pourquoi pas, et très certainement, mais je pense qu'on est obligé en tout cas de le concevoir aujourd'hui, que une vie extraterrestre existe. Alors obligé, je sais pas. Moi, j'ai regardé pas mal de vidéos pour préparer cet épisode, notamment Sciences étonnantes. Et il y a plein de vidéos à peu près qui touchent notamment au paradoxe de Fermi, dont on a évoqué le concept tout à l'heure avec Julien. On va pas rentrer trop dans le détail. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo dessus de Sciences étonnantes, qui est vraiment très bien. C'est un bon vulgarisateur. Mais concrètement, la possibilité existe
parce que le risque zéro n'existe pas et on n'a pas assez de connaissances, on voit pas assez loin dans l'univers pour savoir ce qui se passe. Mais ils disent que concrètement, ils théorisent que déjà on est beaucoup trop loin les uns des autres. Après, voir la durée de vie que peuvent avoir les autres formes vivantes qu'il peut y avoir sur les d'autres planètes. Ils disent aussi que d'autres civilisations qui sont plus ou moins âgées, qui sont plus âgées que nous ou moins âgées que nous, faut voir aussi leur vitesse d'évolution, puisque à l'échelle de la planète, l'existence de l'humain, ça représente, si le début de l'humanité c'est 0 heure et aujourd'hui c'est minuit, on représente qu'une seconde. L'humanité représente qu'une seconde sur l'espace-temps. Alors certes, on a beaucoup évolué, mais il y a cette problématique qu'on rencontre d'ailleurs aujourd'hui, c'est que en une seconde, on est je fais le mec alarmiste, mais vous connaissez mon point de vue sur l'environnement, mais on est capable d'arriver à notre autodestruction par l'épuisement des ressources ou par des guerres avec la problématique nucléaire. Donc, cette problématique que l'on rencontre, là, on regarde vraiment dans un but ethnocentré sur l'humain, mais peut-être que cette problématique est par ailleurs disponible dans d'autres univers, dans d'autres galaxies, dans une lointaine galaxie. Même dans Star Wars, c'est un problème avec les planètes qui explosent. Et ils disent que concrètement, l'avancée technologique pour arriver à ce niveau de transport, aller sur Terre ou sur d'autres planètes, fait que finalement, on serait incapable et qu'on arriverait toujours à notre extinction avant de pouvoir y arriver. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ouais, c'est ça. Donc, pour juste repréciser le truc de Fermi, donc c'était qu'il y a 1000 milliards d'exoplanètes, c'est ça, dans tout l'univers. Et donc, pour lui, ce qu'il disait, c'est que où est-ce qu'ils sont tous? Donc, c'est ça. Donc, tu as commencé à expliquer que Mehdi, effectivement, vu la distance qui sépare des formes vivantes, c'est compliqué qu'elles se rejoignent. Ou alors qu'il y avait eu un truc d'un mec du CNRS qui disait que, en fait, pour que le voyage soit possible, il faudrait que les différentes formes de vie aient à peu près la même durée soient nées à peu près en même temps. Qu'elles aient suffisamment de technologie avancée, et qui dit que la techno est suffisamment avancée, ça veut dire que effectivement les ressources sur la planète en question est presque totalement réduite, et que donc c'est presque la fin de l'existence de la vie qui pourrait permettre à ces différents êtres de se trouver, ou du moins de voyager pour se retrouver ensemble. Donc effectivement, ça paraît compliqué. Là, on parle de formes de vie, notamment évoluées. Mais après, là, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est plus à l'échelle de bactéries ou de cellules, simplement, de choses comme ça qui pourraient être une autre forme de vie qu'on pourrait trouver du moins dans des atmosphères ou sur l'eau dans d'autres planètes. Tu veux dire que par là, finalement aussi, tu parlais les voyages et que ça arriverait à l'extinction de leurs ressources. Ça me fait penser au parallèle du film Interstellar, où finalement ils sont complètement en galère, il n'y a plus de ressources, les maïs ne poussent plus, et que leur seule possibilité, c'est de passer à travers les trous noirs pour d'ailleurs accélérer les voyages et pouvoir trouver... Alors, pas les trous noirs, mais les trous verts. Excuse-moi, je t'ai coupé. Pardon. Ouais, non, tu fais bien de préciser. Moi, de mon côté, il y a des théories que j'aime bien aussi sur tout ça. C'est-à-dire que nous, effectivement, on a une civilisation très très jeune. Si d'autres civilisations ont vu leur naissance arriver il y a quelques millions ou milliards d'années, technologiquement, est-ce qu'ils nous considèrent comme une race intelligente? C'est pas dit. Du coup, comme on en avait parlé un petit peu avant, Mehdi, l'histoire de la voiture qui passe le long de l'autoroute avec les fourmis à côté, les voitures et les fourmis n'auront aucun moyen de discuter entre elles, par exemple. Aucun intérêt à se rencontrer. Oui, puis n'ont aucune conscience l'une de l'autre, sur le principe. Ouais. En tant que potentiel élément de discussion. Après, on est une bactérie pour eux, ouais, c'est ça. Exactement. Donc il y a peut-être ça. Je trouve ça assez séduisant aussi sur le principe. Donc c'est-à-dire que potentiellement, vu qu'elles continueront à progresser, nous à notre rythme, jamais on pourra se rencontrer. Tu as aussi, comme dans beaucoup de séries ou dessins animés, ils attendent, par exemple, le gouvernement intergalactique attendent que les planètes soient à un stade avancé suffisant pour rentrer en contact. Parce que si on n'est pas assez sage, pas assez technique, ils savent que les premiers contacts, un peu comme dans Star Trek, vont mal se passer. Ça, c'est rigolo aussi. Et tu as aussi, dans une des vidéos que j'avais vues, alors je crois que c'était associé
un dérivé du principe du paradoxe de Fermi, c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que des civilisations ont eu l'occasion, par rebond, de visiter une bonne partie de l'univers, disons ça comme ça, très bien. Sauf que tu peux pas tout visiter partout, donc il y a des trous de navigation et potentiellement la zone géographique où l'on est un élément qui ne faisait pas partie du GPS qu'ils avaient pour aller visiter. Ouais, c'est ça. Tous ces concepts-là, je trouve ça rigolo en fait. Ouais, c'est comme pas mal, l'exploration de la carrément. planète Terre, hein. Avec l'Amérique, on a mis 1400 ans après Jésus-Christ pour pouvoir passer dessus, alors que finalement c'est gigantesque, quoi. Tu peux éviter, tu peux passer à travers ça à l'échelle planétaire. Tu disais, Yann? Ouais, non, c'est ça, c'est carrément. Moi, je trouve ça aussi. De réfléchir à tout ça, c'est génial, quoi. Donc, le fait de coloniser planète par planète et puis qu'ils vont pas aller partout, effectivement, tu passes à travers. C'est un trou et nous, on est là pour l'instant et du coup, il y a d'autres formes de vie qui sont passées à côté de la nôtre. Donc, l'histoire de la voiture et des fourmis, j'ai trouvé ça vachement bien aussi. Donc, chacun s'ignore complètement et chacun vit sa vie. Ça, c'est génial. Et le fait d'avoir des formes de vie extraterrestres qui soient beaucoup plus évoluées que nous, donc ce que disait Julien, avec plusieurs millions d'existences avant nous, donc ça, c'est ce qu'ils appellent l'hypothèse du zoo, c'est-à-dire qu'ils vont rester là à nous observer, donc une espèce de quarantaine galactique pour éviter de rentrer en contact avec nous. J'ai trouvé ça vachement bien aussi, c'est-à-dire pour éviter que justement on s'affole et que ça s'appelle, alors j'ai noté ça, risque d'ethnocide. Et donc de risque qu'une culture beaucoup plus puissante supprime une autre comme ça juste par le fait qu'elle arrive. Et puis il y a plein d'autres bouquins, enfin il y a plein de choses justement là-dessus. C'est vrai que c'est assez vertigineux d'ailleurs de réfléchir à tout ça. Il y a aussi le fait qu'on soit éventuellement dans une simulation qu'on existe. Alors moi, fan de Matrix, forcément, oui, carrément. Là, ouais, très 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 bon. C'est juste un programme d'essai, quoi. Il y a un truc aussi que j'ai entendu dans une vidéo que je trouve rigolo, c'est que l'homme est très curieux. Il est curieux de beaucoup de choses. Donc on va toujours voir plus loin ce qu'on n'a pas. Peut-être que c'est une anomalie et que les autres espèces, s'il y en a, n'ont absolument pas la curiosité. Peut-être que c'est une erreur génétique que d'avoir cette notion de curiosité. Et que normalement tu es très contextualisé à l'endroit où tu vis et tu peux avoir 1 milliard d'années d'évolution, mais tu restes sur ta planète parce que ce qui est au-dessus, c'est au-dessus et ça ne te concerne pas. Moi, j'aime bien une citation, je ne sais plus exactement qui l'a dit, mais la meilleure preuve qu'une intelligence extraterrestre existe est qu'ils n'ont jamais tenté de prendre contact avec l'homme. Je trouvais ça pas mal, en fait. Parce que c'est vrai que quand tu regardes sur l'historique de l'être humain, tu repenses aux colons, l'être humain a toujours eu tendance à se sentir supérieur à l'inconnu, en fait, et à tenter d'imposer ses règles, ses lois. Et voilà, c'était un petit aparté comme ça, en lien avec cette citation qui m'avait fait beaucoup rire. Ça me fait penser au 5e élément quand Lilou Dallas Multipass, là, a découvert l'humanité sur un espèce de Wikipédia, donc dans le 5e élément. Et elle dit, mais pourquoi je vous aiderais alors que la seule chose que vous êtes capable de faire, c'est de vous détruire? Ouais, c'est ça. Ouais. La destruction. Ouais. Pendant que ça me fait penser à une audio. L'amour. Ouais, c'est ça. Ah bah c'est ça, c'est génial. Merci l'amour. Sinon on était mal. Pour préparer le podcast aussi, j'ai regardé pas mal de vidéos de tout et de rien, mais je suis tombé sur une vidéo que j'ai quand même écoutée jusqu'à la fin. Je dis écouter jusqu'à la fin parce que j'ai eu un peu de mal à la suivre. J'ai plus le titre, mais on la trouve facilement sur YouTube. Elle dure un peu plus d'1 heure. C'est un... t'as 4 personnes autour d'une table qui discutent du sujet justement de la vie extraterrestre, mais tu avais Jean-Claude Bourré, notre fameux présentateur français qui était là. Et tu avais Jean-Pierre Petit aussi, pour ceux qui connaissent. Et eux, le discours, bon, ils parlaient E.T., tout ce qui va bien, mais c'est qu'ils sont déjà là. Les premiers contacts ont déjà été faits, ils donnent leur avis là-dessus. Et voilà, ça peut dénoter pour certains un petit séjour psychiatrique, vu ce qu'ils disent. Mais c'est toi, Mehdi, qui me disais ça tout à l'heure, avant la découverte des Amériques. Ouais. On savait pas qu'il y avait les Indiens, par exemple. Non. Justement, pour rebondir là-dessus, je vous propose d'écouter un petit extrait. Le soir de cette
de cette affaire-là. Oui. Quand personne n'a voulu me croire, je me suis endormi, j'étais chez moi, et puis quand je me suis réveillé le lendemain, j'étais perdu, j'étais sur une planète. Quelle planète et comment Et comment je me suis retrouvé sur une planète, c'était, d'après ce qu'ils m'ont dit, je me trouvais sur la galaxie 14. Et comment ça s'est passé ce voyage? Vous vous êtes rendu compte de rien? Oh, absolument de rien. De toute façon, là-haut, j'ai toujours été bien reçu, j'étais un invité. Oui. Comment était cette planète? Oh, c'est grand, quoi. Ça peut pas. Il n'y a pas la végétation comme ici, là. Ça, c'est pas pareil du tout. C'est des petits arbres grands comme ça, là. C'est pas pareil du tout. Et les habitants de la planète, comment étaient-ils? C'était les mêmes que ceux de la soucoupe volante? Ceux de la soucoupe étaient quand même un peu plus grands. Oui. Les autres étaient plus petits, une petite race. Mais ils sont tous très gentils. Nous avons, autant vous le dire, beaucoup de mal à vous croire. C'est pour ça que nous vous posons beaucoup de questions, Monsieur Baptiste Duluc. Mais comment se déroulait, par exemple, une journée sur la Galaxie 14? Moi, je ne faisais rien. J'écoutais de la musique, des fois. Oui, quel genre de musique? C'est un peu du yéyé. Comment s'est fait, alors, ce retour sur la Terre, là, hier? Mais ce retour, paraît-il Enfin, c'est eux qui me l'ont dit avant de partir, qu'ils me descendaient sur la Terre pour que je puisse donner les renseignements. À qui? Aux scientifiques du monde, ils m'ont dit. On voit un témoignage là d'un uluberlu, présumé, parce que dans l'absolu, il se trouve, il a raison. C'est un vieux témoignage que j'ai trouvé sur l'INA de quelqu'un qui aurait vécu une expérience. D'ailleurs, dans Men in Black, pour se renseigner, il utilise les tabloïds pour voir les gens qui vivent des trucs extraordinaires, genre on a volé mon mari, etc. Est-ce qu'on peut imaginer que finalement il y a vraiment eu des contacts avec des gens? Est-ce que vous avez eu des contacts avec quelque chose d'extraordinaire, des ovnis ou des extraterrestres? Qui se lance? Est-ce que quelqu'un veut s'afficher comme un uluberlu? Alors, comment était la soucoupe qui t'a enlevé, Julien? Rappelle-nous, je me souviens plus ce que tu avais dit la dernière fois. Elle était rose. Déjà, il y avait un éléphant dessus. Et puis, il y avait 2 personnes à képi bleu qui m'ont dit de souffler dans quelque chose. Ah non, pas d'expérience particulière. Je me permets juste, pendant que tu discutais, j'ai retrouvé la vidéo dont je parlais tout à l'heure. Ça s'appelle « Les ovnis, phénomènes aérospatiaux non identifiés ». Ça dure 2 heures. Et vous les trouvez sur YouTube et il y a eu plus d'1 million de vues déjà sur cette vidéo-là. Comme quoi, ça intéresse les gens. On constate des témoignages et c'est vrai que des fois, des choses peuvent paraître troublantes parce que il y a des formes dans le ciel et l'humain a ce qu'on appelle, la pareidolie visuelle, c'est-à-dire que quand il voit quelque chose qu'il ne comprend pas, il a tendance à vouloir l'identifier. C'est comme par exemple des taches qu'on voit d'humidité dans le mur. Certains vont voir Jésus, d'autres la Vierge Marie, etc. Et il y a une chaîne YouTube qui est très sympa, qui est en mode divertissement, c'est Le Grand JD, qui débunk en fait certaines choses en disant bah non, là il y a eu des faisceaux laser dans le ciel parce qu'il y avait une manifestation à la fête foraine, ou là il y a eu des drones qui sont passés, parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de drones avec des lumières, etc. Mais finalement c'est peut-être un principe humain, c'est de donner une rationalité à des choses qui sont inexpliquées. Et à l'époque, et peut-être même encore aujourd'hui pour certaines civilisations, moi je regarde au Maroc, on met beaucoup de choses sur le dos de Dieu, de Allah, mais aussi en France, encore aujourd'hui, certains croient que c'est des manifestations divines. Est-ce que finalement c'est une forme de Dieu 2.0, finalement les manifestations 2.0? Ce que tu dis, il y a quelque chose d'intéressant puisque il y a suffisamment de croyances ou de doutes pour que tu aies des organismes officiels qui ont vu jour. Tu prends le SETI ou par exemple en France le GEPAN. Donc le GEPAN, c'était le groupe d'études d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et les mecs racontent que tous les jours, ils reçoivent des déclarations. Ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, simplement des témoignages. Et donc tous les jours, ils doivent analyser des éléments qui sont remontés soit par des personnes, soit par la gendarmerie qui a auditionné certaines personnes. Bon. Si des organismes mettent quelque chose en place, c'est qu'ils se donnent une potentialité d'existence ou de quelque chose. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment quelque chose. Comme tu disais, quand on ne sait pas ce que c'est, ça peut être un phénomène naturel, ça peut être plein de choses. Donc à voir après ce qui peut se passer.
C'est le thème un peu de la série X-Files, hein. Je sais pas si vous avez vu, très très bonne série au passage. On est plus vieux que toi, s'il te plaît. Hein. Comment tu dis non, mais en tout cas, la première saison de cette série-là n'est basée que sur des faits relatés par des personnes ayant vu des ovnis, ayant vu des personnes avec des facultés incroyables, des choses comme ça, en fait. Et ils ont été jusqu'à en faire une série qui a très très bien marché. Et comme tu dis, s'ils en sont arrivés à faire ce genre de choses, c'est que ça intéresse des gens, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent les questions à ce niveau-là. Et alors pour certains, ça va être juste de l'hallucination visuelle, auditive, peut-être pathologique. Pour d'autres, ça va être vraiment un réel questionnement sur la vie d'ailleurs, ou une conviction qui fait qu'ils vont avoir l'impression que n'importe quel signe est un signe extraterrestre. Pour d'autres, ça va être complètement autre chose, mais... Voilà. Non, comme tu dis, je suis d'accord, à partir du moment où ils en sont arrivés à créer ce genre de groupe, d'entités pour relater les choses, c'est qu'à ce moment-là, c'est qu'on a en tout cas raison de se poser les questions. Ouais, justement dans le film, à un moment donné, Will Smith il dit j'ai l'impression que ma prof était une extraterrestre. On voit aussi qu'il y a Sylvester Stallone, on voit qu'il y a Michael Jackson. D'ailleurs, fait une apparition dans le 2 ou le 3. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait des gens qui étaient tellement chelous que ça pouvait être des extraterrestres? Est-ce que vous avez eu des fois des doutes, peut-être enfant, peut-être moins maintenant, mais... Les Bogdanov. Les Bogdanov, exactement, j'allais dire ça aussi. Les Bogdanov, ils sont pas humains, c'est impossible. Et là, ils sont pas morts, ils sont partis chez eux, en fait. Et d'ailleurs, et Michel Drucker. Oui, parce qu'il est immortel. Oui, voilà, exactement. Donc à part eux... Et d'ailleurs, pour revenir sur le GEPAN, comme Julien parlait tout à l'heure, c'est un service public, le GEPAN. J'ai trouvé ça complètement ouf, moi. C'est-à-dire que tu as des agents fonctionnaires de l'État français qui bossent là-dedans, quoi. C'est quand même dingue, hein. Ça doit être sympa comme boulot, quand même. Non, mais j'étais vraiment surpris, quoi. Tu dois bien te marrer, tu dois avoir des trucs un peu dingues. Il faudra mettre des fonctionnaires croyants et des pas croyants pour faire une moyenne, quoi. Ouais. Mais absolument, pourquoi pas? Je veux dire, on n'y croyait pas jusqu'à ce que ça arrive finalement à plein de choses. Donc, faut garder, je pense, il y a un principe. Ils disent dans une des vidéos justement c'est étonnante, le principe de médiocrité, se rendre compte que finalement, on n'est pas grand-chose et qu'il y a peut-être autre chose, et garder à l'esprit que finalement on est que poussière par rapport à ce qu'il pourrait y avoir, par ailleurs. Julien, j'allais juste dire un truc par rapport à ce que tu viens de dire. Je trouve que tout tourne au fait du fait qu'on est suffisamment imbus de nous-mêmes pour espérer qu'une civilisation a priori supérieure, on puisse les intéresser. C'est même peut-être dangereux parce qu'on envoie des signaux pour se faire connaître à travers la galaxie grâce aux sondes, etc. Mais qui nous dit qu'on va pas tomber sur des colonisateurs de planètes justement qui veulent nous coloniser, prendre nos ressources et nous éclater, quoi. On part peut-être dans un esprit un peu Pokémon, dans le sens ça va être super. Enfin, Pokémon bisounours plutôt, parce que Pokémon c'est belliqueux, mais on prend ce risque-là, alors qu'en fait ça se trouve absolument pas prêt. On va se faire éclater littéralement. Justement, j'en profite en parlant de ça. Je crois que Julien, notre préposé au quiz et au jeu, a quelque chose pour nous. Bonjour à tous, bienvenue au jeu Qui suis-je ? Vous allez répondre au plus vite à ces questions. Je vous donne une liste de mots, vous me trouvez la personne que je suis. Petit 1. Télépathie et pouvoir de guérison. Vélo. Doigt qui brille. E.T. E.T., 1 point. Je ne sais pas qui a répondu en premier, je crois qu'il y en a 2 qui ont répondu. Ah, c'est Mehdi avant, je pense. Mehdi ? Bon, allez, Mehdi. Mehdi, tu notes les points, s'il te plaît. Ok.
Tu notes les points Suivant. et tu réponds après. Oui, alors comme d'habitude, tu te gruges pas, tu te rajoutes pas des points, s'il te plaît. Hein. Ça ne se fait pas. Question suivante. Aime le 4e jour de la semaine. Garfield. Petit. Parle en verlan. Et vert. Yoda. Bien. Le retour du jeudi. Le retour du jeudi. C'est bien, il est bien, Marianne. Excellent, excellent, bravo. Ouais, j'ai tenté, j'ai dit, on sait jamais. Bien, ouais. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, 3e question. Fait partie d'un équipage spatial. Je suis logique et rationalité. Logique et rationalité. J'ai des oreilles pointues. Capitaine Kirk. Spock. Ah, c'était Spock. l'autre. Raté, c'était l'autre. Dernier point, c'était Vulcain. Donc, Mehdi, 2 points pour toi. Wow. Alors 2. Oh, tricheur. Question suivante. Je te jure. 4e. 5, moi, ça va. Parasite. Alien. Ouais, Alien, ouais. Ouais, mais ça, c'est le film. Goa'uld. Stargate. œuf. Le xénomorphe. Bien, c'est le nom de l'alien en fait, le xénomorphe. Ah ouais, là je l'aurais pas eu. Donc tu avais assez apparence effrayante, mâchoire assez. Vous avez bien 3 points, j'avais juste à anticiper quoi. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Allez Mariam, faut remonter là. Par contre, désolé, c'est pas pour toi celui-là. C'est Marien, Ah, excuse-moi, Marien. Série télévisée comique. Alf. Ah merde, t'as trouvé tout de suite, putain, c'est quoi le bordel? Le vieux, c'est normal. Moi, je pense que comme j'ai trouvé avant que les choix soient proposés, j'ai 2 points. Alors, suivant. Il ne respecte pas la norme ISO 65. Pour ceux qui savent ce que c'est. Trouble dissociatif de l'identité. Film fantastique et comique. Petite créature. Mars Attack. Reproduction rapide et incontrôlable. Ah, les Gremlins. Yes. Ah oui. Alors, il ne respecte pas la norme ISO 65, c'est parce qu'il n'est pas étanche à l'eau, lui. Ah pour ceux ouais, qui se rappellent. j'étais en train de taper et j'ai pas vu. Ça explique pas, fallait cliquer sur des liens. Oh, le tricheur. Ouais. Ah, non, pour la s'aide. ISO 65, mais elle est pas, c'est pas, tu sais pas en fait ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est. Non, c'est reproduction rapide et machin. Ouais, Gremlins. Putain, j'avais kiffé ce film-là. Ouais, c'était cool ça. Ah, c'était génial. Bon, le dernier indice, c'était proviennent du Mogwai. Ouais, ah bah oui. Gizmo. Alors là, voilà, le suivant, copain du Goloris. N'Golo Kanté. Fort comme un chêne. Et il ne connaît que 3 mots de vocabulaire. Groot. Yes. Et pourquoi c'est un copain du Goloris? Ah, aucune idée, j'attends que tu me dises. Parce qu'il fait partie des gardiens de la galaxie. C'était simplement qu'Hugo Loris est un gardien, messieurs. Ah oui, ok. Quand tu me dis plus de 2 mots de vocabulaire, ça me fait penser à un autre film. Je sais plus quoi, mais il y a plus de 2 mots de vocabulaire. C'est dans le 5e élément. Oui, c'est le présentateur, enfin le... Question suivante, facile, très facile. Pilote. Ah, Ricky Rod, c'est pas ça comment il s'appelle? Rick et Morty. Non, mais ton gars là, celui que tu étais en train de dire. Dans le celui 5e avec élément. la banane blanche, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Le black avec... Tu parles à qui là en fait Non, mais parce que entre toi et toi, Yann, oui. ce que vous disiez sur le 5e élément, c'est le présentateur. C'est pas Rudy Rod qui s'appelle le mec? l'acteur, ouais. Oui. Yes, c'est ça. Je le reprends. Mon dernier personnage. Donc c'est un pilote contrebandier. Chewbacca. Solo. Ah, Albator. C'est Marien qui a trouvé. T'as dit quoi? Des aliens. Ah oui, intéressant de la planète Terre, Solo. Ouais. Non, Marien a trouvé. Pilote contrebandier, arbalète, duo, grand, poilu et solo. Alors, pour récap des scores au passage, j'ai 3 points, Yann en a 2 et Marien 2. Bon, c'est encore jouable. Générique, maestro.
Alors, le deuxième quiz, c'est dans quel film ? Vous avez 5 questions pour vous départager. Première question, dans quel film Jodie Foster, célèbre astronome avec une petite équipe, écoute le ciel et guette un signe d'intelligence extraterrestre ? Ah. Oh putain, je l'ai aussi. Je l'ai, mais je ne l'ai pas. Ah, oui. Il y en a qui, je vois, qui font des grimaces à la caméra. Ah putain. Ça commence par un C, Mathieu. Contact. Contact. Allez, c'est accordé, vu que ça a été dur. Contact. Deuxième film, ça va être très rapide. J'aurai pas le temps de finir. Dans quel film Arnold Schwarzenegger se fait un soin de la peau à base de poux ? Qu'est-ce que tu as dit ? Non, j'ai dit Terminator, mais... Raté. Je continue. Total se fait un soin de peau à base de boue tropicale pour exploser la gueule à un alien. Predator. Predator. Oh, c'est moi qui l'ai dit. Question suivante. Si je vous dis gisement d'unobtanium. Un gisement d'unobtanium. Ensuite, je vous dis Pandora. Ah, Avatar. Avatar. Ah, c'est moi. Non, pas du tout, j'y étais avant. De toute façon, on a les pistes audio pour pouvoir vérifier. Exactement, on verra qui c'est. Moi qui fais le montage, donc... Et Mehdi a tous les points. Et les autres zéro. Film suivant. Dans quel film un militaire bon à rien se retrouve propulsé sur un champ de bataille et meurt à répétition, tué par des extraterrestres qu'on appelle mimiques ? Edge of Tomorrow. Yes. Oh, on connaît pas. L'acteur principal, c'est Tom Cruise avec la formidable... Merde, c'est qui joue dans Sans un bruit. Ah, je l'ai oublié, mais je l'ai très bien. Suivant. Dans quel film le moyen de communication utilisé entre les humains et les aliens est une mélodie à 5 notes ? Une mélodie à 5 notes. Ah, merde. Ça nous a pas aidé. Un vieux film qui se passe autour d'une montagne. Brokeback Mountain. Je suis pas sûr que ce soit celle-là. Dans le titre, il y a 3. Bon allez, rencontre. Rencontre du troisième type, d'accord. Voilà. Rien à gagner. C'était un classique là, franchement, je suis déçu les gars. J'ai hésité, j'aurais allez, dû dernier. dire. Ouais. Mais ça va être facile. Oui. Non, vas-y. Et le dernier de la liste. 4 pour Marien et 5 pour Bibi. Dans quelle saga ? Star Wars. T'as plus le droit de répondre. La race d'extraterrestres se faisant passer pour des dieux se nomme Goa'uld. Stargate. Yes. Pour ça, c'est bon. Donc, j'ai gagné. Ouais. Si j'ai bien compté, Yann a 4 points, Marien 4. Et Mehdi 45, c'est ça ? Exactement. Non, mais je remporte la victoire avec 6 points pour le coup. Avant de se quitter, je vous propose également de partager, si vous aviez une œuvre, un film, un livre ou quelque chose à propos des extraterrestres. Julien, je pense que tu as encore plein de choses à nous dire. Oui, moi je vais conseiller une ou deux choses intéressantes, je trouve. Allez voir le spectacle d'Alexandre Astier, l'Exoconférence. Ça remet à plat pas mal de choses. Comme il explique lui-même, il était parti il était parti pour travailler sur ce spectacle dans le but de parler des extraterrestres. Et au fur et à mesure où il s'est renseigné auprès de spécialistes, il a entièrement changé le biais d'orientation de son spectacle. Et rien que pour ça, c'est super intéressant. Vous pouvez en profiter parce que vous les trouvez assez facilement, l'ensemble de ces bonus aussi sur le net ou sinon sur le DVD. Et vous verrez qu'il fait appel à un certain nombre de scientifiques, dont Étienne Klein, que j'ai découvert à cette occasion. Et des gars comme ça, scientifiques, qui parlent de beaucoup d'éléments qui peuvent nous intéresser si on s'intéresse à la partie IT, sont disponibles gratuitement sur Internet, sur YouTube, ce qui diffuse la plupart de ces cours en fait sur le net.
Donc rien qu'avec ces deux éléments-là, vous en avez pour des 10 heures, voire des dizaines, ou des centaines d'heures de visionnage pour les curieux. Marien, quelque chose à nous proposer? Moi, j'ai beaucoup aimé un film d'animation. C'est Titan AE. Je sais pas si ça vous parle. En gros, c'est l'histoire de la planète Terre qui a été anéantie et les hommes en fait qui essayent de retrouver une espèce de clé qui va leur permettre de recréer une similitude de planète ressemblant à la Terre, voilà. Et en fait, vraiment un film très dynamique, très sympa, puis genre film popcorn, film à bière comme moi j'adore, donc voilà, je conseille. Yann? Alors moi, ça va être un bouquin qui s'appelle Le problème à 3 corps. Donc c'est pas, j'ai pas trouvé ça simple à lire, mais il y a des passages vachement intéressants, notamment sur comment vont réagir les gens en cas de quand les êtres extraterrestres vont venir chez nous, et puis les problèmes de transport, ce qu'on a vu un peu dans l'épisode là, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient à peu près le même degré d'évolution et entre le départ de chez eux pour qu'ils arrivent jusqu'à destination. Enfin voilà, c'est à lire, c'est pas forcément simple, il y a beaucoup de problèmes mathématiques aussi. Voilà, le problème à 3 corps. Alors je sais pas comment on dit le nom de l'auteur, Liu Zixing, enfin vous irez chercher sur le net, vous allez trouver. Ça marche. Pour ma part, j'ai un film un peu intello, voilà, pour le coup, à vous proposer. C'est les Avengers. Non, je déconne. Non, qui m'a bien plu parce que ça changeait un peu la vision. J'en ai parlé à plusieurs reprises pendant l'épisode, mais j'ai beaucoup aimé Paul parce que il y a les deux héros de la trilogie Cornetto qui sont présents. Comment il s'appelle, Simon Pegg et Nick Frost, voilà. Et c'est un film qui me fait marrer, qui est sympa. La voix de Paul, c'est Seth Rogen. Ça fait du bien. C'est un feel-good movie. Tu poses ça le dimanche avant d'aller bosser le lundi et tu déposes ton cerveau et tu te fais une petite poilade sympa, très pop culture. Donc je dis banco. Voilà, messieurs, merci à vous et je vous dis à la prochaine. Salut, à plus. Salut tout le monde, ciao, à la prochaine. Ciao. Et voilà, chers auditeurs, notre joyeux périple à travers les mystères de la vie extraterrestre tire à sa fin. Nous avons exploré des théories farfelues, partagé des rencontres étranges et plongé dans des débats cosmiques passionnants. Mais au final, demeure la question: existe-t-il vraiment une vie extraterrestre là-haut ? Nous n'avons pas la réponse définitive pour le moment, mais ce qui est sûr, c'est que notre imagination et notre curiosité continueront de nous transporter vers des horizons inexplorés. Alors, n'arrêtez jamais de vous poser des questions, n'arrêtez jamais de rêver et d'explorer les recoins les plus étranges de votre imagination. Nous espérons que cette plongée dans les confins de l'inconnu vous a diverti et a piqué votre curiosité. Continuez à observer les étoiles, à écouter les histoires insolites et à garder l'esprit ouvert, car qui sait ce que l'avenir peut nous réserver. Un grand merci d'avoir embarqué avec nous dans cette folle épopée de Fallait pas croquer la pomme. Restez à l'affût car nous vous réservons de nouvelles aventures aussi captivantes qu'imprévisibles. Et maintenant, dites-nous, chers auditeurs, que pensez-vous de cette grande question ? Existe-t-il une vie extraterrestre ? Merci d'avoir écouté cet épisode de Fallait pas croquer la pomme, le podcast de comptoir. Si vous aussi, vous avez passé un bon moment en écoutant cet épisode, vous pouvez bien sûr vous abonner et laisser une évaluation sur votre application de streaming musical et retrouver toute notre actualité sur Instagram avec Fallait pas croquer la pomme. Ciao.